Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast du jour 1000%. Aujourd'hui, sujet très important, l'hypothyroïdie et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi la thyroïde est aussi importante. Donc, on est tous les trois kinés, ostéo, préparateurs physiques avec Pierre et Vincent, que je présente plus maintenant. Salut tout Salut le les monde. gars. Et on a la chance Salut. aujourd'hui du coup de recevoir Laure. Salut Laure. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être aujourd'hui présent. Donc vraiment aujourd'hui le but ça va être de comprendre un petit peu l'hypothyroïdie, ce que c'est, mais surtout aussi de comprendre le rôle de la thyroïde parce qu'on entend beaucoup parler de l'importance du cœur, des poumons, des différents organes, mais c'est vrai que la thyroïde on n'entend pas trop parler alors que c'est un organe qui est essentiel. Donc on va essayer justement de comprendre un petit peu tout ça et tu vas nous expliquer cela. Dans un premier temps, notre premier point, donc on va séparer en quatre grandes lignes. Ça va être l'hypothyroïdie et la thyroïde. On va expliquer un petit peu les différentes définitions, comprendre le fonctionnement. On va essayer après de voir aussi les symptômes de l'hypothyroïdie, de savoir un petit peu comment, qu'est-ce qui nous permet de déceler une hypothyroïdie. On va essayer aussi de voir la prise en charge médicale. Tu vas nous en parler. Et enfin, on finira par les solutions pour donner un petit peu le plan de notre podcast. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà le rôle de la thyroïde? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet? Je te laisse te parler. Et tout d'abord, excuse-moi, te présenter. Excuse-moi. Donc bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Laure. Je suis nutritionniste donc depuis 2 ans et mon parcours va complètement conditionner en fait mon approche de l'hypothyroïdie puisqu'en fait je suis en hypothyroïdie. Enfin j'ai été en hypothyroïdie depuis adolescence. Sauf que il a fallu que j'ai jusqu'à mes 32 ans pour pouvoir savoir ce que j'avais exactement. Et en fait, depuis que j'ai eu mon diagnostic, mon but, ça a été de trouver un moyen de m'en sortir. Et finalement, j'avais très vite compris que la nutrition avait un rôle primordial. Et au fur et à mesure de mes lectures, de mes recherches, en fait, j'ai réussi petit à petit à ne plus être en hypothyroïdie. Voilà. Donc c'est ça qui a conditionné mon approche, le fait d'être passionnée de nutrition. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner d'autres personnes qui sont en hypothyroïdie, comme moi je l'ai été, et de pouvoir les aider à ne plus avoir de symptômes, voire à guérir si c'est possible. Voilà. Ok. Et du coup, au Pour- niveau professionnel, alors comment ça se passe? Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes, ta pratique? Alors moi, en fait, mon approche, elle est très spécifique, c'est-à-dire que pour moi, je travaille pas comme une nutritionniste conventionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes uniquement sur le long terme. Parce que pour moi, vraiment, pouvoir améliorer des symptômes, c'est vraiment pouvoir mettre des choses en place sur le long terme. Et comme on va pouvoir le voir de manière peut-être un peu plus précise, c'est pas juste l'alimentation, c'est vraiment tout un mode de vie et toutes des pratiques différentes qui vont mis bout à bout vont pouvoir donner un effet qui soit vraiment concluant et qui puisse aider vraiment l'organisme sur le long terme à pouvoir guérir des symptômes. Voilà. Et c'est vraiment, toi, ça t'a vraiment permis de régler ton problème. Ça y est, t'as Totalement, vraiment eu ouais. des grosses modifications. Donc, il y a vraiment un vrai impact au niveau Rien à des voir. solutions. Ok. Mais rien à voir parce que il y a des gros symptômes quand même derrière l'hypothyroïdie. Je pense par exemple à la dépression. 70% des personnes qui sont en dépression sont en fait en hypothyroïdie. Donc c'est vraiment des choses qui vont toucher les gens de manière très globale. En fait, les symptômes, ils peuvent être, la liste, elle est énorme parce qu'en fait, c'est un dysfonctionnement qui est fonctionnel. Les hormones, en fait, ça vient toucher vraiment l'ensemble du fonctionnement du métabolisme. Donc, on peut avoir des symptômes qui sont extrêmement divers. Par exemple, on a la prise de poids. On peut avoir des troubles du sommeil. On peut avoir, donc, par exemple, une dépression, On des va en troubles parler, digestifs. Enfin, il y a justement, on va en beaucoup de parler choses. après et c'est pour ça qu'on voulait justement en parler ensemble et Ouais, faire un podcast sur ce sujet-là. C'est que les ouais. gens n'ont pas assez conscience de l'importance de la thyroïde. Tu veux rebondir sur ça, Vincent? Ouais, c'est juste pour savoir comment toi tu t'es dit que tu avais une hypothyroïdie, quels ont été les symptômes que tu as vécu. Alors en fait, moi depuis adolescence, je faisais des malaises sans raison. J'avais tout le temps une anémie en fer et j'avais beaucoup consulté en fait des médecins et on me disait bah non, si vous êtes juste un petit peu fatigué, prenez une boîte de tardifluon et puis rentrez chez vous. Sauf qu'en fait, c'était cyclique, ça revenait constamment et
Et j'étais dans des états de fatigue, mais énormes, quitte à parfois ne plus pouvoir sourire, tellement j'avais même plus la force de pouvoir faire quelque chose, quoi. Et j'ai une amie par pur hasard qui m'a dit écoute, je connais un médecin qui est génial, c'est un médecin fonctionnel. Alors moi je connaissais absolument pas ce que c'était en France, c'est absolument pas démocratisé, mais aux États-Unis c'est très très courant comme pratique. Elle me dit écoute, il est super, va le voir et puis peut-être qu'il pourra t'aider. Et en fait, il m'a fait faire une batterie d'analyses. Et là, il m'a dit non mais vous êtes en hypothyroïdie, j'avais des carences mais monumentales dans beaucoup de cofacteurs. Et il me dit mais c'est normal que vous soyez dans cet état-là, c'est que ça va pas du tout en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai eu mon diagnostic, mon premier diagnostic, et c'est comme ça que j'ai pu avancer dans ce sens-là. Je savais même pas ce que c'était moi une hypothyroïdie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les gens du coup ne connaissent pas ce que c'est la médecine fonctionnelle, grossièrement en quoi ça consiste et aussi les cofacteurs, ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Alors la médecine fonctionnelle, c'est une médecine qui se veut vraiment globale. C'est-à-dire que là, en médecine conventionnelle, on va avoir un symptôme et on va essayer de résoudre ce symptôme par un médicament. C'est ça la solution conventionnelle. En médecine fonctionnelle, on va essayer d'aller chercher les causes. Donc, on fait des analyses qui sont beaucoup plus profondes sur l'ensemble du fonctionnement du métabolisme. Donc, ça peut être tout ce qui est système digestif, tout ce qui est système hormonal, tout ce qui est, par exemple, les surrénales, le fonctionnement des surrénales, le foie, est-ce que ça fonctionne correctement? Donc, on va faire toute une batterie de tests en médecine classique. Pour la thyroïde, on fait la TSH. C'est l'hormone de base, sauf que c'est pas suffisant pour comprendre les causes, et la médecine fonctionnelle, elle veut aller vraiment résoudre les causes plutôt que les symptômes. Les symptômes sont très importants en hypothyroïdie parce que ça va vraiment nous aider à déceler, savoir si on a une hypothyroïdie. C'est toujours plus mis en avant, plus essentiel que vraiment les résultats. Mais voilà, l'approche, elle est beaucoup plus globale et on va chercher à résoudre les causes et non pas les conséquences. Donc c'est vraiment une approche qui est très différente. Et juste du coup sur les cofacteurs que tu nous parlais tout à l'heure, est-ce que tu peux expliquer aussi aux gens ce que c'est pour finir? Alors en fait, pour avoir un système hormonal de qualité, pour pour que ton corps puisse fabriquer en fait son système hormonal, il a besoin d'une alimentation qui soit suffisamment nutritive. Sinon, il peut pas fabriquer ses hormones. Et parmi les cofacteurs qui sont extrêmement importants, on a le zinc, le sélénium, le fer, l'iode, le magnésium, la vitamine D, la vitamine A, les acides gras, la B12, la B6, la B9. Et en fait, il faudrait, dans l'idéal, qu'on soit suffisamment sourcé dans ces cofacteurs-là pour avoir un système hormonal qui soit de qualité. Et si malheureusement on est en carence, et ben en fait ça peut faire effondrer totalement le système hormonal. Super, on va en parler d'ailleurs justement plus longuement après où on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup le rôle de la thyroïde un peu plus généralement et vulgariser aussi pour que les gens comprennent un petit peu? Alors, de manière générale, on dit que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre du corps. Tout simplement parce que en fait, il va diffuser une hormone qu'on appelle la T4, qui va ensuite être métabolisée par principalement le foie et les reins, et qui va générer une hormone qu'on dit active, qui est la T3, et qui va aller directement dans chacune de nos cellules pour donner les informations et pour pouvoir que notre corps fonctionne correctement. Donc, il va vraiment orchestrer tout le fonctionnement du métabolisme, et c'est pour ça que les symptômes, ils sont extrêmement divers et qui peuvent toucher vraiment énormément de choses dans le fonctionnement du corps. Et en fait, c'est assez complexe, mais ça va aussi être lié, par exemple, au niveau de stress. Il y a une autre hormone aussi qui est hyper importante dans le système hormonal et notamment liée à la thyroïde, c'est la T3 reverse. La T3 reverse, c'est une hormone qui va annuler en fait l'hormone active qui est la T3 quand on est par exemple dans des situations de gros stress. Et souvent les personnes qui sont en hypothyroïdie, qui peuvent être confrontées à une hypothyroïdie, peuvent avoir des périodes de stress chronique par exemple. Ça peut être un facteur qui peut déclencher une hypothyroïdie. Parce que quand on va annuler l'hormone active par cette T3 reverse qui va en fait, pareil, voir effondrer le système hormonal. Donc c'est tout un système qui fonctionne ensemble. Et c'est pour ça que l'approche fonctionnelle est très intéressante parce qu'elle voit en fait comment tous les éléments fonctionnent les uns avec les autres et qu'est-ce qui cloche en fait. Est-ce que on métabolise pas assez bien la T3? Est-ce qu'il y a trop de T3 reverse? Est-ce que c'est au niveau du foie que ça pêche?
Est-ce que au niveau des surrénales, est-ce qu'elles sont pas trop sollicitées? Est-ce qu'au niveau digestif, il n'y a pas une perméabilité intestinale qui fait qu'on n'absorbe pas correctement les nutriments et que du coup, on a typiquement des carences nutritionnelles? Donc, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ok, donc ça c'est vraiment le rôle du coup derrière Ouais. du médecin fonctionnel de Ouais. réussir à faire son diagnostic en fonction des éléments qu'il va avoir à sa disposition, si je comprends bien. Exactement. Ouais. Ok. Et du coup, toi, Vincent, t'as une question, Vincent, vas-y. Non, c'était juste pour comprendre si tu pouvais nous vulgariser un petit peu comment la thyroïde elle interagissait en fait avec toutes les autres glandes, comment ce système hormonal fonctionnait ensemble. Est-ce que tu pourrais nous expliquer Alors, un petit peu? en gros, pour faire schématique, très schématique, on a Ouais. l'hypothalamus qui va émettre le TRH, qui ensuite va être capté par l'hypophyse, qui est une glande en fait au niveau du cerveau, qui elle va fabriquer la TSH, c'est l'hormone sur laquelle on se base principalement en fait pour savoir comment va le système hormonal. La thyroïde en fait, elle va capter cette TSH pour émettre elle la T4, qui va être métabolisée dans les organes, principalement le foie et les reins, pour créer cette hormone active. L'hormone active, elle va dans les cellules pour faire fonctionner correctement les cellules. Si en fait, dans le corps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas suffisamment de T3 et de T4, en fait, il va y avoir un système qui va revenir à l'hypothalamus et qui va dire, écoute, il n'y a pas assez de T3 et T4 dans le sang, il y a un problème, il faut fabriquer plus de TSH. Et en fait, c'est comme ça que finalement, le taux de TSH augmente, et c'est comme ça qu'on décèle si on a une hypothyroïdie ou pas. Si on a un taux de TSH qui est beaucoup trop haut, ça veut dire que au niveau des cellules, il n'y a pas suffisamment de T4 et de T3 pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Voilà. Ok, et du coup, comment on peut percevoir, tu nous as expliqué brièvement avec ton histoire, mais quels sont vraiment les signes de l'hypothyroïdie? Est-ce qu'il y a vraiment des principaux marqueurs sur lesquels on pourrait s'alarmer justement parce on peut penser qu'on est en bonne santé, mais quels sont les signes qui pourraient nous dire j'ai une hypo? La principale caractéristique, ça va être des fatigues. Les fatigues qui sont beaucoup trop intenses, notamment au réveil. Ça, c'est une caractéristique qui est très souvent liée à l'hypothyroïdie, c'est de se réveiller complètement épuisé, comme si on n'avait pas dormi en fait de la nuit. Donc ça, c'est le symptôme qui revient le plus souvent. Après, c'est beaucoup chez les femmes, oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec un mauvais sommeil ou c'est vraiment, on peut avoir l'impression de bien dormir mais d'être fatigué le matin, ou est-ce que c'est aussi le sommeil qui est altéré? Alors, il y en a qui ont des troubles du sommeil et il y en a qui n'ont pas de troubles du sommeil mais qui se réveillent quand même épuisés. Moi, typiquement, j'avais pas de troubles du sommeil mais je me réveillais totalement épuisée. Ouais, lessivé, comme si t'avais pas dormi en fait, comme si t'avais fait la bringue le soir. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, on gagne en énergie et ça va un petit peu mieux. Mais en fait, ça devrait être l'inverse. C'est totalement inversé. Et il y a des personnes carrément qui n'ont même plus la force dans leur quotidien, en fait. Par exemple, aller faire des courses, ça devient quelque chose de très compliqué. Donc, ça vient vraiment impacter le quotidien. Donc, la fatigue, il y a la prise de poids, beaucoup chez les femmes. Donc de manière inexpliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le métabolisme ralentit. Quand on n'a pas un système hormonal qui est de qualité, on voit son métabolisme ralentir. Et du coup, on prend du poids de manière un peu inexpliquée. Parce que le métabolisme devient très lent. Et donc, du coup, au lieu de dépenser les calories, en fait, il les stocke, tout simplement. On a des troubles du sommeil. On a tout ce qui est troubles digestifs aussi. Parce que ça, on ne le dit pas assez. Et moi, je ne le savais pas au début. C'est quelque chose qui est capital, c'est la fonction en fait du système digestif. Elle est totalement liée en fait au fonctionnement de ta thyroïde. Si tu as un système digestif qui est endommagé, une perméabilité intestinale, une dysbiose, tout ce qui est problème digestif, en fait, ça peut entraîner une hypothyroïdie. Et en fait, quand tu as tous ces troubles digestifs, en général, tu assimiles mal les nutriments. Et du coup, tu peux pas avoir un système hormonal qui soit de qualité. Donc tout ça, en fait, c'est aussi un cercle vertueux ou vicieux. Tout est lié, en fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme symptômes? La peau très sèche, la perte de cheveux, ça peut être les mains froides, la frilosité très très présente
beaucoup chez les femmes. Parce que voilà, c'est le système hormonal, notamment la T3, elle va aller dans les cellules pour que elle puisse produire en fait de la chaleur, etc. Quand on a un métabolisme haut, en fait, on produit facilement de la chaleur. Quand on a un métabolisme bas, en fait, bah on va avoir beaucoup de mal à se réchauffer. Donc tout ça, c'est très lié, c'est très souvent chez les femmes. Après, il y en a une centaine, vraiment. Enfin, après, c'est un peu du cas par cas, mais les principales caractéristiques, ouais, elles sont là. La perte de cheveux aussi, il y avait dedans ouais. ou... Ok. Oui. Pierre, tu avais une question? Oui. Et du coup, tu parlais les problèmes d'assimilation de micronutriments peuvent avoir une action sur la thyroïde. Oui. Mais est-ce qu'à l'inverse, la thyroïde peut engendrer des problèmes digestifs Oui, c'est lié. Ah, totalement. On peut, les deux sont liés. Donc, si on guérit pas, si on soigne pas en fait son système digestif, on ne pourra jamais sortir d'une hypothyroïdie, clairement. C'est impossible. Est-ce que si on soigne, est-ce que juste une hypothyroïdie seule peut déclencher des problèmes digestifs, ou c'est plutôt l'inverse? On va dire que oui, sauf que de toute façon, tu ne pourras jamais guérir d'une hypothyroïdie si ton système digestif n'est pas bon en fait. Enfin, pour toi, ça part plutôt du système digestif. C'est plutôt une conséquence d'un trouble digestif, l'hypothyroïdie? Je pense, ouais. On dit beaucoup que le système digestif, c'est le deuxième cerveau, mais clairement, ça a un impact qui est phénoménal. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire au niveau des causes? Tu as une question, Vincent, excuse-moi. Oui, c'est que du coup, tu disais les symptômes, et un des symptômes qui ressort souvent, c'est le goitre au niveau de la gorge. Est-ce que tu peux expliquer quand la thyroïde elle est en dysfonctionnement, pourquoi elle grossit comme ça? Alors, pourquoi elle grossit? C'est parce qu'en fait, elle n'arrive pas à fonctionner de manière optimale. Donc, en fait, elle grossit. Alors, ça peut être dans les deux sens, hein. Elle peut aussi rétrécir en hypothyroïdie, il y a les deux. C'est vrai que, en fait, alors souvent, le fait d'avoir un goitre, c'est lié à une carence en iode. Et voilà, ça peut être aussi une alerte de se dire, attends, là, ça commence à gonfler au niveau de ma gorge. Et oui, effectivement, ça veut déjà dire qu'il y a une carence en iode. Donc après, il faut aller chercher. Et même avec ça, il y a des médecins qui arrivent à te dire, parce que moi j'avais passé quand même l'échographie, il arrive à te dire que tout va bien, alors que non, j'avais un goitre. Donc oui, ça peut être un symptôme et un signe qui peut être révélateur. Après, je pense qu'il faut consulter aussi le bon professionnel de santé qui pourra vraiment être pertinent. Et au niveau des troubles digestifs, comment ça se manifesterait? C'est plus, il y a des ballonnements. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre symptôme qui est assez important et assez commun, c'est la constipation. Okay. Alors, et puis ça peut aussi s'alterner entre constipation et diarrhée, par exemple. Donc, ça peut être des ballonnements, ça peut être voilà. En général, c'est plus ça. Les symptômes qui sont facilement repérables, c'est qu'il n'y a pas une digestion qui est optimale. Une digestion optimale, déjà, on va à la selle au moins tous les jours. Chez les personnes qui sont en hypothyroïdie, tout le système, tout le métabolisme est au ralenti et donc on a une digestion qui est très compliquée en fait. Donc c'est des personnes qui ont du mal à aller à la selle. D'accord. Donc une fois que par exemple moi je me mets à la place des auditeurs, j'écoute ça, je vois que par exemple je suis fatigué, j'ai des problèmes intestinaux. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Quels sont les éléments? Qu'est-ce que toi tu conseillerais du coup de faire au niveau médical? Vers qui je pourrais me diriger? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors la première chose effectivement c'est d'avoir un diagnostic parce que sans diagnostic en fait on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on a. Donc c'est vraiment la première chose et c'est la première chose que je dis à toutes mes clientes, c'est consulter un médecin fonctionnel. Ils ont vraiment une approche qui est beaucoup plus pertinente. Moi, j'ai fait le test justement quand j'ai rencontré mon médecin fonctionnel. Je me suis dit, je vais aller voir mon médecin conventionnel à côté, voir ce qu'il me donne comme information et voir si ça correspond ou pas. Et chez le médecin fonctionnel, il m'a clairement diagnostiqué une hypothyroïdie. Et chez l'autre, il m'a dit que tout allait bien. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez insidieux par rapport au niveau de TSH. En fait, on peut être dans une norme labo, mais pas dans une norme santé. Et en fait, tu as une zone grise entre les deux qui fait qu'en fait, tu peux ne pas être diagnostiqué. Et ça a été mon cas, en fait, et c'est pour ça qu'il y a une certaine errance médicale. Tu peux avoir une TSH qui est correcte au niveau du labo, parce qu'en fait, les normes, elles sont assez hautes finalement. Mais en médecine fonctionnelle, on a vraiment les normes santé et on essaye de coller au maximum aux normes santé. Elles sont beaucoup plus restrictives. Et là, vraiment, on a quelque chose de beaucoup plus fin qui est quelque chose de beaucoup plus intéressant en fait pour
pour guérir tout simplement. Et donc lui, il va t'expliquer, est-ce que c'est un problème du coup, un manque d'hormones? Est-ce que du coup c'est une mauvaise conversion? C'est lui qui va te dire, ben, ton problème, il va réussir à un petit peu voir vraiment ton problème Dans le spécifique. détail, ouais. Ok. Il va Et t'expliquer. et en fonction, qu'est-ce qu'il va te conseiller derrière de peut-être l'utilisation de cofacteurs? Enfin, qu'est-ce Alors qu'il peut te déjà, ouais, conseiller? on va résoudre les carences. Ça, c'est hyper important. Et très souvent, alors moi, j'ai pas pris de médicaments, mais très souvent, en fait, on a une prescription médicale d'hormones. Donc, en général, en France, c'est la T4. Mais en médecine fonctionnelle, ils ont beaucoup tendance à prescrire de la T4 et de la T3. Parce que parfois les gens ont du mal à métaboliser la T3 et donc du coup ça résout pas le problème finalement. Donc ce qui peut être intéressant et ce qui est bien avec la médecine fonctionnelle, c'est qu'ils prescrivent énormément la T4 et la T3. Alors qu'en conventionnel, c'est principalement que de la T4. Donc c'est une approche qui est aussi intéressante pour ça, au niveau suivi médical, ouais. Et du coup, en diagnostic, typiquement, je veux faire mes analyses de sang pour pouvoir en discuter avec mon médecin. Quelles sont les hormones que je devrais tester pour évaluer la fonctionnalité de ma thyroïde? Alors, moi, je vais pas sur ce terrain, je suis désolée, je suis pas médecin, je prescris rien et je veux pas orienter les personnes sur quelque chose qui n'est pas de mon domaine, vraiment. Les prescriptions médicales, je les laisse vraiment aux médecins fonctionnels qui, d'après déjà ce qu'on leur dit, vont établir vraiment toute une liste vraiment de tests à faire. Voilà. Et par contre, est-ce que juste tu pourrais nous redire les cofacteurs dont tu nous avais parlé au début sur lesquels il faut essayer de faire attention? Ouais. Alors, tu as le zinc, le sélénium, le fer, l'iode, le magnésium, la vitamine D, la vitamine A, les acides gras, la B12, la B6 et la B9. Et est-ce qu'il y a certains cofacteurs, je ne sais pas si tu pourras nous répondre ou pas, mais qui sont par exemple spécifiques d'un trouble? Par exemple, j'ai un problème intestinal, est-ce que je vais peut-être plus faire attention par exemple au zinc ou à l'iode ou est-ce que c'est vraiment tout dans son ensemble qu'il faut regarder? Non, ça peut être tout dans son ensemble. C'est pas, en fait, une carence, c'est pas forcément lié à un symptôme, si c'est ça ta question. Ok. Ça marche pas comme ça du tout. Et souvent, c'est un ensemble et c'est plusieurs choses qui font que, en fait, ça a déclenché une hypothyroïdie. Il y a souvent plusieurs causes, en fait. Il n'y a pas qu'une cause, il n'y a pas qu'une carence, par exemple. Souvent, c'est un faisceau de causes qui vont générer l'hypothyroïdie, tout simplement. Ok. Tu avais une question, Vincent? Oui, et c'était juste pour que tu précises aux auditeurs le rôle des cofacteurs dans la fonction de la thyroïde, comment ils interviennent, comment ils aident en fait au bon fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Bah, en fait, de manière générale, même sans parler de thyroïde, en fait, le corps en a besoin pour fonctionner. En fait, ça crée des réactions chimiques dans le corps. Tout ce qu'on prend en termes d'alimentation, ça crée des réactions chimiques dont le corps a besoin pour fonctionner de manière optimale, en fait. Quelqu'un qui est dénutri, c'est quelqu'un qui peut pas fonctionner de manière correcte, que ce soit pour la thyroïde ou pas d'ailleurs. Mais il y a des cofacteurs qui sont spécifiques vraiment au fonctionnement de la thyroïde pour la booster. Et notamment, je pense à l'iode, qui est vraiment, pour moi, le cofacteur phare de la thyroïde pour qu'elle puisse fonctionner de manière optimale. Et est-ce qu'il y aurait un danger à prendre par exemple trop d'iode ou est-ce qu'il y a un problème justement où on pourrait dépasser et être en hyperthyroïdie par exemple ou on est-ce peut qu'il y être a en hyperthyroïdie. Alors ça, c'est encore une autre approche, c'est une autre problématique et c'est beaucoup plus complexe. Moi, c'est pas du tout ma spécificité et mon domaine de compétence. C'est vraiment encore quelque chose qui est encore très très particulier. C'est complètement autre chose. C'était juste pour que les gens qui écoutent ça ne se disent pas je suis fatigué, je vais prendre de l'iode à foison et derrière ça va régler mon problème quoi. Il faut faire les choses intelligemment, voir un docteur. Pas. Voilà, comme tu disais, c'est important d'avoir une prise en charge médicale pour bien être aidé. Voilà. Faut se faire tester. C'est pour ça que historiquement ils ont mis de l'iode sur le sel parce que je crois que c'est aux États-Unis où il y a eu du coup une recrudescence de maladies thyroïdiennes, beaucoup de goitres. Donc, du coup, il y a un médecin qui a rajouté de l'iode au sel. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu. Ah non, mais clairement, la thyroïde ne peut pas fonctionner sans iode. Il n'y a pas de... Enfin, c'est le premier cofacteur en fait. C'est le premier. C'est le plus important. Et notamment aussi pour les femmes enceintes, pour les enfants. Il y a aussi des répercussions sur les enfants. Donc c'est hyper important pour le développement cérébral,
pour le fonctionnement d'un système hormonal qui soit de qualité. C'est un incontournable, vraiment. Et est-ce qu'il y a un top 3 des cofacteurs qui sont les plus pour moi, impliqués ils sont tous importants. Eh oui. Pour moi, ils sont tous importants, mais je mettrais vraiment l'iode en avant, plus que les autres. Mais ils sont tous importants, vraiment. Moi, tu vois, j'avais le zinc, le sélénium et l'iode qui était vraiment au bas. Et pourtant, voilà, j'étais quand même en hypothyroïdie avec une fatigue extrême. Donc, Et moi, j'ai une question, c'est l'hypothyroïdie, c'est du coup un fonctionnement trop bas de la thyroïde. Mais est-ce que quand on est en carence de cofacteurs, est-ce que c'est aussi de l'hypothyroïdie ou c'est juste un autre diagnostic en fait? Est-ce qu'on peut être carencé et être enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement. Ouais, bien sûr, on peut les dissocier. Hein. Tout est dissociable et en même temps, tout est lié finalement. Tu vois? On va pas dire, j'ai une carence, je suis forcément en hypothyroïdie, ça marche pas comme ça. Et du coup, tu parlais de l'iode. Et est-ce qu'il y a des, plus généralement, on va essayer maintenant de donner des conseils un petit peu aux gens qui nous écoutent pour essayer de s'en sortir. Donc, tu parlais de l'iode. Est-ce qu'il y a des aliments justement ou des conseils alimentaires que tu pourrais donner aux gens pour essayer justement de sortir de l'hypothyroïdie? Alors, les conseils de base vraiment en termes d'alimentation, ça va être consommer des produits bruts qui soient de qualité, donc qualité plutôt biologique ou sans pesticides, ça c'est hyper important. Voilà, on va essayer de prendre les aliments qui sont le plus nutritifs possible pour l'organisme, justement pour éviter toutes ces carences et d'éviter des aliments qui peuvent perturber le système digestif, voire le détériorer. Je pense notamment au gluten qui fait énormément de dégâts sur le système digestif. Voilà. Après, c'est au cas par cas, c'est selon les profils, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de consommer des produits qui soient bruts, de qualité, au maximum et ultra nutritifs. Voilà. Si tu avais du coup un top 3 un petit peu des aliments à prendre et au contraire un top 3 des aliments, comme disait Pierre tout à l'heure, à éviter, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Après, je sais bien qu'il n'y a pas un aliment miracle, mais est-ce que vraiment il y a des choses sur lesquelles on pourrait insister et au contraire des choses qu'on devrait éviter à tout prix? Alors, les catégories d'aliments qui sont vraiment au top du top, selon moi, ça va être tout ce qui est crustacés. Forcément, on a l'iode dedans, donc c'est le top, c'est très nutritif aussi. On a tout ce qui est abats, viande rouge aussi, qui est extrêmement nutritif. Et on a tout ce qui est fruits. Les fruits aussi sont pleins de vitamines et ils sont très riches aussi en glucides dont on a besoin. Donc ces trois catégories-là, elles sont vraiment à privilégier au maximum. Et je dirais ceux à éviter, donc ça va être tous les produits transformés de manière générale. Le gluten de manière générale aussi parce qu'il est devenu ultra transformé. Et l'alcool. Voilà, je dirais ça, vraiment ce qu'il y a à éviter. Pierre, je te laisse commencer, après Vincent, on rebondit. Tu parles d'aliments de bonne qualité et sans pesticides pour les abats. Très compliqué quand même de faire son choix. Qu'est-ce que tu conseillerais? Par exemple, le foie de veau, on sait qu'un veau qui a été traité aux antibiotiques, le problème c'est que son foie, il est pas empoisonné, mais on s'entend en tout cas. Il faut choisir. Il faut choisir des viandes de qualité. Tous ces aliments, il faut vraiment les sélectionner de manière très pertinente et éviter en fait les produits qui sont de mauvaise qualité, clairement. Comment je choisis ça alors? Je vais chercher le label rouge, bio. Label bio de préférence. Après, si les personnes vivent par exemple à côté de fermes, aller se renseigner, savoir comment les bêtes sont nourries. C'est hyper important. Est-ce qu'elles sont sous antibiotiques? Voilà, essayer de mener un petit peu son enquête, essayer de sélectionner des produits qui soient de meilleure qualité possible en fait. Ouais. On va rarement dans les tables pour vérifier ça quand même. On peut, franchement. Moi, j'ai plein de fermes autour de moi. J'ai rencontré des agricultistes même le week-end dernier. C'est génial de parler avec ces gens-là, quoi. C'est des gens passionnés en plus, donc c'est hyper intéressant. Faut y aller, hein. Vas-y, le petit mets les bottes et vas-y. Hein. J'ai plus le choix maintenant. C'est pas loin. Vas-y, Vincent. Ouais, c'était juste pour rebondir sur les aliments que tu ne conseillais pas. Sur ta page Instagram, tu parlais d'aliments goitrogènes, donc qui viennent et je crois que tu parlais du soja, des arachides ou tous les choux aussi.
Est-ce que tu pourrais Alors, préciser un en petit fait, peu? c'est des aliments en fait qui favorisent pas le fonctionnement de la thyroïde de manière optimale. Et c'est vrai que après consommer de manière, on va dire ponctuelle, ça va. Si on Ouais. en consomme trop, effectivement, ouais, ça peut devenir gênant, quoi. Mais là, on rentre vraiment dans du détail, c'est-à-dire que déjà, si on mange des produits de qualité qui sont hyper nutritifs et très digestes, déjà, on a fait 80% du job. Le reste, en fait, c'est vraiment des choses qu'on va venir affiner parce que, par exemple, nous, le soja, on ne consomme pas vraiment de manière quotidienne. C'est pas vraiment dans nos traditions. Donc, en soi, c'est pas très grave si on en consomme, je sais pas, même une fois par semaine. Ouais, je crois Mais que tu parlais là, on des rentre vraiment choux, plus dans du détail, en fait. tu parlais de la cuisson, il fallait cuire Ouais, ces la cuisson aliments-là. des choux, ouais. C'est hyper important, en fait. Ça va inhiber, en fait, ce qui va perturber le fonctionnement de la thyroïde. Il faut les cuire au maximum, par exemple. Voilà. C'est des petites astuces comme ça qui peuvent être intéressantes. Pierre, vas-y. Ok, un végétarien, du coup, qui consomme du soja 3-4 fois par semaine, qui consomme pas d'abats et qui consomme pas de crustacés. Il est en C'est pas hypothyroïdie. possible. C'est pas grave. Vraiment, vraiment, c'est très très compliqué et ça, tous les médecins fonctionnels sont d'accord là-dessus. C'est extrêmement compliqué d'être Eh oui. en bonne santé quand on est végétarien. Malheureusement, c'est vrai qu'on en parle énormément, mais en fait, physiologiquement, on est fait pour manger des produits animaux. C'est comme ça. Enfin, on On est ouvre un autre débat là. physiologiquement fait Ouais. pour Ah ouais. manger ce type de produit. Donc, soit on veut être en bonne santé et après, on peut choisir des produits animaux qui sont de qualité avec des animaux qui sont traités avec respect. Il y en a encore beaucoup. Manger local avec des petits producteurs, il y en a plein partout, vraiment. Enfin, sauf à Paris où c'est peut-être plus compliqué, mais vraiment, faut pas hésiter. Il y a plein de petits producteurs qui ont à cœur de faire des choses bien, des produits de qualité. Vraiment, faut y aller, quoi. Et est-ce que tu conseillerais pour ces gens-là de prendre des compléments, peut-être, tout simplement? Est-ce que c'est une Tu prends solution ça. ou est-ce que tu es plutôt contre? C'est pas que je suis contre, c'est que ça suffit pas. Malheureusement, il faut déjà un apport qui est suffisant en protéines. Ça, c'est hyper important aussi pour avoir un système hormonal de qualité. Il faut manger des protéines qui soient suffisamment qualitatives. Et en termes de quantité, c'est très compliqué d'avoir des protéines qui soient suffisamment biodisponibles pour l'organisme si ça vient pas d'une source animale. C'est comme ça. Enfin, Ok. Ah, mais super. Je Et crois que Pierre avait une question, non? Ouais. Et du coup, au niveau de la fréquence, au niveau des crustacés, ce serait ouais. combien de fois par semaine? Et les abats, combien de fois par semaine? Ou dans le mois, tu vois, mais Ouais. Alors les crustacés, autant qu'on veut, vraiment, c'est du no limit. Tant qu'on. Mais en fait, moi, ce que je dis beaucoup, c'est faut suivre en fait son instinct et ce qui nous plaît, ce dont on a envie finalement. Et c'est ça qui est génial dans l'alimentation, c'est qu'en fait, on peut aujourd'hui manger, on a une pléthore de choix de pouvoir manger ce qu'on veut. Il faut vraiment s'écouter au maximum et aller manger. Si tu as envie de manger des crustacés pendant 3 semaines et que tu as envie de faire des plats de crustacés pendant 3 semaines, fais-le, quoi. Il n'y a aucun souci. Par contre, pour les abats, bon, on dit une fois par semaine. Après, c'est au cas par cas, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a une grosse déficience en fer, moi je conseille par exemple de faire une espèce de mini-cure, par exemple de prendre du boudin 3 fois par semaine pendant 3 semaines, histoire de bien remonter les taux rapidement. Et puis après, tu peux en manger par exemple qu'une fois par semaine, ça suffit. Mais c'est un peu du cas par cas. Il y a des personnes pour qui, par exemple, manger de la viande rouge une fois ou 2 fois par semaine, ça leur va très bien. Moi, je sais que j'en mange beaucoup plus et ça me réussit super bien. Donc, on s'écoute, on arrête avec les dogmes parce qu'en fait, on est aussi tous différents, on a des besoins différents, on a des rythmes de vie différents, on a des environnements qui sont différents. Et en fait, c'est adapté vraiment à chacun. Tant qu'on a vraiment cette base d'apport en nutriments qui soit suffisant, après, à nous de manger ce qui nous plaît. Faut que ça reste un plaisir aussi, manger, c'est hyper important. Vincent, je te laisse rebondir. Ouais, et tu conseilles souvent en fait sur l'alimentation un petit déj protéiné. Tout le Est-ce temps. que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi tu insistes sur Bah, en ça? fait, il y a une autre hormone qui est super importante, de manière générale, pour le système hormonal, c'est l'insuline. Et le problème quand on mange des petits déjeuners sucrés comme en France, qui est très franco-français d'ailleurs, en fait, ça vient dérégler en fait le système hormonal de par une trop grande sollicitation de l'insuline. Et en fait, l'idée pour stabiliser, notamment au niveau de la fatigue, c'est d'avoir un apport en protéines qui soit suffisant sur les 3 repas de la journée et même sur les collations si possible.
Donc comme ça, en fait, on garde une insuline qui est stable toute la journée et on a moins ces effets de fatigue, notamment en milieu de matinée ou après les repas, où on se sent complètement épuisé, en fait, parce qu'on a trop sollicité l'insuline de manière inappropriée, on va dire. Et ça a un impact, en fait, sur tout le système hormonal. Donc pour avoir vraiment de l'énergie toute la journée, ne plus avoir de fatigue, un sommeil récupérateur, enfin tout, on a besoin d'un apport de toute façon en protéines qui soit suffisant. Et pour gérer l'insuline, la protéine, c'est vraiment le top. Donc à chaque repas, protéines. Peu importe la forme. Hein. Ok, hyper intéressant. Et après, tu parlais justement aussi de la notion le stress impact, qu'il y a vraiment un impact du stress. Est-ce que toi, du coup, tu aurais des conseils pour justement gérer le stress? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a au niveau de l'alimentation? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller par rapport à ça? Alors, pour gérer le stress, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Dans l'idéal, vraiment, c'est d'avoir une routine qui soit quotidienne. Parce que souvent, on est amené à être face à un stress chronique. Donc, pour le gérer au mieux, c'est vrai, c'est bien d'avoir une espèce de routine quotidienne. On a la cohérence cardiaque, qui est géniale, qui est quelque chose qui est très démocratisé, je trouve. Enfin, on en parle de plus en plus et c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Ça va en fait venir calmer le système nerveux. Et pour 5 minutes de cohérence cardiaque, qu'on peut faire notamment avant un repas, pour vraiment assimiler mieux son repas et manger de manière calme. Tu peux nous expliquer en quoi ça fonctionne, de donner un exemple concret pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, la cohérence cardiaque, en fait, on inspire par exemple sur 3 secondes et on expire sur 3 secondes. Et on fait ça pendant 5 minutes, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a des applications en plus gratuites qui permettent de le faire. Voilà, en fait, on synchronise sa respiration et en fait, ça va venir calmer le système nerveux. Et tu conseilles de te concentrer que sur la respiration ou de penser à rien? Qu'est-ce que au niveau psychologique, qu'est-ce que tu conseilles? Faut tester. Après, je pense que c'est à chacun de se l'approprier. L'idée, c'est vraiment de respecter, voilà, le tempo au niveau respiratoire. Et après, si on peut faire de la méditation en même temps, hein, sans aucun problème. Il n'y a pas besoin d'être concentré sur quelque chose. Ça va dépendre de chacun. 5 minutes, c'est bien. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, 3 fois par jour. Donc matin, midi et soir. Et en fait, on a remarqué que ça calmait le système nerveux jusqu'à 4 heures après l'avoir fait. Donc c'est hyper intéressant. Ça peut vraiment couvrir l'ensemble de la journée. Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses que tu déconseillerais absolument si on est stressé? Pour se déstresser, ce que je conseille? Non, s'il y a des gens qui sont stressés. Non, excuse-moi, non, s'il y a des gens qui sont stressés, qu'est-ce que, au contraire, tu leur conseilles des choses? Et est-ce qu'il y a au contraire des choses que carrément tu leur dirais, évitez ça absolument, il faut pas le faire si vous êtes stressé? Déjà, il faut pas faire tout ce qui nous contrarie. Il faut éviter les relations qui sont éviter l'URSSAF. Voilà. Éviter de manière générale, en fait. Tu nous fais du mal, Vincent, là. Ouais. Pardon. Tout ce qui peut être contrariant de manière générale, faut essayer de l'éviter au maximum, quoi. Ok, d'accord. Et au niveau du mode de vie, moi j'avais juste une dernière question. Après Vincent, je te laisse la parole. C'est au niveau du sommeil. Je pense que c'est aussi important. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place aussi pour avoir un bon sommeil? Est-ce qu'il y a des éléments, des petits tips aussi que tu pourrais partager aux gens? Alors, pour avoir un meilleur sommeil, le soir, je conseille de ne surtout pas consommer des protéines qui soient trop difficilement digestes. Typiquement la viande rouge, même la viande blanche. Après, ça dépend de chacun et de comment le système digestif réagit. Mais en fait, souvent, on a des réveils la nuit. Pourquoi? Parce que, en fait, le système digestif ne permet pas un sommeil de qualité s'il est trop surchargé. Donc on conseille souvent de manger au moins minimum 2 heures avant de dormir, le temps de pouvoir digérer un peu correctement. Et moi, ce que je conseille beaucoup, et ce qui est très efficace sur les personnes en hypothyroïdie, c'est de manger des protéines qui soient très digestes. Typiquement, on a le collagène, on a tout ce qui est poisson, crustacés, ça se digère très facilement. Et on évite tout ce qui est viande rouge, même les viandes blanches, des fois ça se digère pas très bien le soir. Ça permet vraiment un sommeil de qualité. Après, on peut prendre des tisanes aussi, ça peut être intéressant, la camomille, la verveine, voilà. Okay. Et ce qui est hyper important avec le sommeil, c'est qu'en fait, le foie va métaboliser la T3 souvent le soir, en début de soirée,
pendant la première phase du sommeil. Donc c'est hyper important d'avoir ce sommeil de qualité pour que le corps puisse produire cette fameuse T3 dont on a absolument besoin pour fonctionner de manière optimale. Donc c'est hyper important. Et Pacton, Vincent, je te laisse poser ta question. Alors moi je voulais parler aussi, vu qu'on est kiné, on promouvoit le mouvement. Est-ce que tu fais le bilan sur les prises en charge de tes patients, sur l'activité physique qu'ils font, qu'est-ce que tu conseilles sur l'activité physique, c'est quelque chose qui est hyper important et donc on parle pas suffisamment quand on est en hypothyroïdie. Et moi, j'ai fait cette erreur-là parce que j'étais tellement fatiguée que forcément, tu finis par plus rien faire de tes journées et plus bouger. C'est hyper important en fait pour pouvoir stimuler le métabolisme, de faire une activité physique qui reste douce malgré tout, parce qu'en fait, on va pas rajouter du stress au stress. Le sport fait de manière intensive, ça peut être aussi un facteur d'une hypothyroïdie. Parce qu'on sollicite trop l'organisme, trop de stress, ça peut déclencher une hypothyroïdie. Donc on reste sur du sport doux, mais c'est bien de le pratiquer de manière quotidienne. Par exemple, marcher pendant 30 minutes au moins tous les jours, c'est hyper important. Ça va vraiment stimuler le métabolisme. Et donc tout le système hormonal est impacté de manière positive. Ça va faire chuter le stress aussi. Donc c'est vraiment une composante qui est extrêmement importante, l'activité physique. La base. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Ça change la vie. Ouais, une activité simple, là, ça peut être de la marche, comme tu dis, un petit peu cardiovasculaire, un petit peu de force aussi, pourquoi pas, pour stimuler aussi le métabolisme. Il y a pas mal d'axes sur lesquels on peut bosser, donc vraiment essayer de bouger un petit peu. Je sais que c'est pas facile quand on est fatigué, on a souvent tendance à rentrer dans ce cercle vicieux malheureusement. Exactement. Où plus on est fatigué, moins on en fait, moins bien ça va et on tourne un peu. Donc surtout être progressif au début pour ceux qui veulent commencer, ça c'est important de pas d'entrer se griller et faire 2-3 heures de marche ou même 1 heure, juste commencer par 10 minutes, ça peut être important et progressivement augmenter. Pierre, je te laisse Et est-ce que tu vois un lien du coup entre l'exposition à la lumière du soleil et l'action de la thyroïde ou pas? Alors pas forcément l'action de la thyroïde, même si la vitamine C, D, du coup on l'a vu, c'est un cofacteur qui est hyper important, donc je te dirais oui pour ça. Après, ce qui peut être vraiment très intéressant par rapport à la lumière du soleil, c'est le rythme circadien. Pour avoir un sommeil de qualité, c'est quelque chose qui est très très important aussi, de s'exposer le plus possible à la lumière. Le lever du soleil, le coucher du soleil aussi, c'est des moments qui sont clés, qui sont très très intéressants et très importants. Moi aussi, je le vois dans mon quotidien, les journées où il y a eu peut-être moins de luminosité, où j'ai pu peut-être moins m'exposer, mon sommeil, je trouve qu'il est de moins bonne qualité. Ouais, sur le sommeil, c'est hyper impactant, je trouve. Super. Et on n'a pas encore parlé juste des perturbateurs endocriniens, parce qu'on en avait parlé un petit peu en off. Est-ce que tu peux nous dire aussi leur action et en quoi c'est nocif et il faut les éviter? Ouais. Déjà aussi, qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, si tu peux expliquer un petit peu aux gens aussi ce que c'est, pour ceux qui nous écoutent. Les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est des molécules qui vont venir en fait faire dysfonctionner notre système hormonal à nous. En fait, ils vont venir en concurrence, ils peuvent prendre leur place et du coup créer un dérèglement en fait au niveau du fonctionnement de notre système hormonal. Typiquement, la thyroïde, si on n'a pas suffisamment d'apport en iode, en fait, elle va capter en fait tous ces perturbateurs endocriniens et ça va la faire dysfonctionner. Donc pour ça, l'apport en iode pour la thyroïde, c'est vraiment quelque chose qui est un impondérable. Alors, le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, on est un peu assailli de perturbateurs endocriniens. Que ce soit dans l'alimentation via les pesticides par exemple. On le retrouve beaucoup dans par exemple les produits cosmétiques, ce qu'on met sur le corps, les produits ménagers qui sont chimiques. On va avoir tout ce qui est literie, canapé, les peintures, les meubles par exemple. Il y a aussi tout ce qui est ustensiles de cuisine. Tout ce qui est en plastique, c'est pas top pour la thyroïde. Le conseil plus... Ouais. Le téflon. Ouais, typiquement le téflon, ça c'est à bannir et je vois ça dans toutes les cuisines dès que je vais en vacances ou quoi, peu importe. Tout le monde a ça et c'est juste criminel parce que on sait aujourd'hui que ça déclenche aussi des cancers. Enfin, Tu conseillerais quoi comme ustensile du coup? T'as l'inox et moi j'utilise beaucoup la fonte. Okay. Les poêles en fonte, c'est génial quoi. C'est anti-adhésif, tu fais tout dedans.
Ok, donc ça va. Et au niveau des peintures, est-ce que tu as des choses à recommander? Enfin, c'est vrai que moi, j'avais jamais pensé à ça. Après, c'est inscrit maintenant. Ils mettent, je crois qu'il y a je sais plus exactement parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de peinture, mais c'est écrit en fait dedans. T'as des peintures plus ou moins écologiques qui avec Ok, moins d'émanations en fait. Parce que ça fait des ok. émanations et des microparticules en fait qui font que t'as finalement un habitat qui est assez pollué. Et il y a des aliments qu'on pourrait se servir pour se détoxifier, entre parenthèses, de ces perturbateurs endocriniens? Et ben, le mieux vraiment, c'est de manger, de consommer des aliments qui sont très riches en nutriments. Et les crustacés, les produits de la mer, vraiment, faut y aller, mais Ok. à fond, quoi. Et Parce surtout que faire c'est ça attention, qui... comme on disait, à la qualité, ça c'est important. De pas prendre La les qualité, crevettes élevées en Équateur, là, on les connaît, non. ceux-là, faut les éviter à tout prix. Ouais, c'est vrai, parce que des fois, Non, on peut c'est vrai. partir d'un bon sentiment, mais Mhm. regardez bien ce que vous achetez, c'est important. Et en fait, faire attention. On avait parlé avec Clément sur le bio, pour les gens qui n'ont peut-être pas les moyens de consommer bio. Il nous avait conseillé justement de faire tremper les légumes dans du bicarbonate avec du vinaigre blanc pendant une Mhm. petite demi-heure. Apparemment, il y a des effets sur les pesticides qui sont intéressants. Est-ce que tu as d'autres conseils du coup comme ça, ou je pense qu'on est Mais limité après sur les moyens d'action? Bah ouais, c'est ça, c'est que faut essayer de trouver la meilleure qualité possible, tout simplement. Et puis les produits de saison aussi. Parce que Ok. ça aussi, ça fait la qualité du produit. Manger des tomates en plein hiver, bah non, quoi. même le bio de France n'est pas le même que le bio d'autres pays autour. Ouais, mais c'est pour ça, vraiment, moi j'incite les gens à aller voir les agriculteurs qui sont à côté de chez eux parce que vraiment il y a des pépites. Vraiment. C'est vrai, on va essayer de travailler avec des agriculteurs, là, les promouvoir un petit peu, ça serait intéressant parce que c'est vrai, Bah c'est ce ouais, qui ressort à tous les podcasts qu'on fait sur l'alimentation. C'est vraiment la qualité des produits, avoir bien sûr une alimentation variée, mais vraiment la qualité, c'est vraiment ce qui ressort le plus. ouais. Et apparemment, on a vraiment perdu aussi en qualité nutritive au niveau des aliments. Donc ça, c'est important d'avoir une bonne qualité. Vincent, Oui, tu parce avais que une question? Ouais, j'avais une autre question, mais Excuse-moi. c'était pour ouvrir sur un sujet que tu abordes souvent, c'est les régimes Ouais. et l'importance que ça a dans l'hypothyroïdie. Hmm. Voilà. Alors, ça c'est beaucoup ce que je vois chez les femmes. C'est les régimes hypocaloriques. Donc, se restreindre au niveau des calories, ça aussi, ça peut être une cause de l'hypothyroïdie. Parce qu'en fait, à force de donner moins de nutriments à son organisme, ben, on va finir par être en carence, tout simplement. Et donc, bah, déclencher une hypothyroïdie, tout simplement. Ok. Ouais, parce qu'en Oui, c'est plus, en les fait, gens ont un métabolisme moins actif, donc du Bah coup, ils oui, grossissent, mais du coup, ils ont tendance à moins manger et ils ouais. rentrent encore dans un cercle vicieux négatif. En fait, ils forcent elles leur sont, corps elles sont à dénutries, en être fait. dans un métabolisme lent, tout simplement. Tu disais, Vincent? Oui, qu'en fait, à force d'être dénutries, et ben du coup, en fait, ça venait dérégler en fait la thyroïde et il y avait Exactement. un déficit de cofacteurs et puis ça rentrait en fait dans un cercle vicieux. Exactement, c'est ça. Mm. Ben, je pense que c'était bien complet. Vous avez une dernière question, les gars? Je pense que c'était pas mal, hein. Je pense qu'on a tout compris. Franchement, c'était top. Moi, j'aurais juste une question, mais d'un ordre plus personnel. Est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, quelque chose à recommander à nos auditeurs, que ce soit un aliment, un élément vraiment pour leur santé, pour être à 1000%, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Bah, l'alimentation, clairement, c'est un pilier qui est accessible en plus. Enfin, tout le monde peut modifier son alimentation pour avoir une alimentation de qualité et ça change tout au niveau de l'énergie, au niveau motivation, enfin tout. Ça peut vraiment changer une vie, quoi. Ok. Bien évidemment, bah, avec une activité sportive qui soit adaptée, ça c'est le top. Pour avoir une énergie hyper disponible, c'est le top, vraiment. Et après, est-ce que tu as quelque chose que tu suis toi personnellement, une chaîne à recommander aux gens, que ce soit un podcast, une chaîne, une page Ouais. Instagram? D'ailleurs, il y a la tienne, tu peux aussi en parler, c'est l'occasion, Ouais, donc qui est moi j'ai hyper un compte intéressante. Instagram, donc Laure Hypothyroïdie. Et sinon, vraiment, si ça vous intéresse le sujet de manière vraiment beaucoup plus précise, vous avez la chaîne YouTube du docteur Mouton. Alors pour moi, c'est juste la référence en hypothyroïdie et en médecine fonctionnelle. Cet homme-là, il est très très âgé aujourd'hui, mais vraiment c'est une bible. Il est juste incroyable. Il a une culture folle. On va aller le chercher, là. Il résout des C'est notre prochain invité, problématiques. C'est le prochain. Docteur Mouton, Mais on c'est bien en arrive. tout cas. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et après, à titre plus général, en sortant de ton thème, est-ce qu'il y a aussi autre chose que tu pourrais conseiller aux gens? Un média ou un livre peut-être qui t'a inspiré toi dans ta vie perso? Bah après, il y a les livres du docteur Résimon, du docteur Hertog, du docteur Mouton.
Pour moi, c'est les références vraiment sur ces thèmes-là et la santé. Super, merci. Vincent, t'avais une question? Ouais, j'avais juste un petit truc en pensant à ce que tu disais, c'est que du coup, tu as alerté aussi les gens sur le facteur temps, que finalement les gens sont déréglés et du coup, c'est pas en 15 jours qu'ils vont revenir sur quelque chose de normal. Hein. Non. Sortir d'une hypothyroïdie, ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça que je fais des accompagnements sur le long terme. Il est complètement illusoire de juste se dire bon, change mon alimentation, dans 2 semaines ça ira mieux. C'est totalement faux, malheureusement. Il n'y a pas de pilule magique. C'est beaucoup de choses à mettre en place et tout un environnement, tout un mode de vie vraiment qu'il faut adapter au mieux pour pouvoir espérer ne plus avoir de symptômes. C'est beaucoup de choses. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Laure. Avec plaisir. Super, merci beaucoup. Merci aussi, Pacton. Merci à Pierre. Merci à vous. À tout le monde. On s'est régalé. J'espère que ça a été intéressant Laure. Pour vous. Vous avez appris des choses et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Ben, nickel, hein.